ce numéro des Petits Déj Pro, qui est le 40e. On a le plaisir d'accueillir Romain Descourrières ce matin, qu'on connaît bien ici au Rubixco. Donc le Rubixco, c'est un tiers-lieu, un espace de travail partagé. Je suis Soufiane Kachla, je suis le directeur, et on organise tous les mois avec Maxime Lehoux, le président de Verret, ces sessions d'information et de formation. Et je vais laisser le soin à Maxime de nous présenter l'intervenant de ce matin, le format et puis l'association aussi. Merci Soufiane. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Maxime Lehoux, je dirige ITP, une agence d'emploi et de recrutement familial sur le territoire à Montlouis, qui s'appelle ITP, je l'ai dit. Et je préside en effet l'ERET, qui veut dire Entreprendre et réussir dans l'Est Touraine, qui fédère les chefs d'entreprise et de se faire rencontrer les chefs d'entreprise et de nos zones d'activité. En effet, donc on a une programmation, là on a envoyé à nos adhérents l'ensemble de notre calendrier 2024, et dans ce calendrier, on organise en partenariat avec le Rubixco les petits déj pro qui ont lieu tous les premiers vendredis du mois, ici, au Rubixco à Montlouis, et également en Facebook Live. Et l'idée de nos petits déj pro, c'est de vous proposer une thématique de gestion d'entreprise où on vous fait intervenir un expert ou une experte de différents sujets. La communication, le développement commercial, la stratégie, les ressources humaines, tout y passe. Et donc, ce matin, on a le plaisir d'accueillir Romain Descourrières, qu'on a fait, comme disait Soufiane, utilisateur du Rubixco, sur une thématique, on le disait ce matin, qui intrigue la gestion des conflits. Donc, Romain est consultant chez Terius, un cabinet à Tours, on aura l'occasion de le présenter. Moi, j'ai fini ma présentation, je propose de démarrer dans le vif du sujet. Si je suis le format, on est ensemble ce matin de 9h à 10h et on proposera en fin de Petit Déj Pro des questions pour pouvoir intervenir avec toi. Donc à tout moment, vous pouvez intervenir et sur Facebook, vous envoyez vos questions. Je pourrai les faire remonter à Romain. Parfait. Voilà, la gestion des conflits. Merci. À toi. Été soit acteur ou soit spectateur de conflits dans l'entreprise, plus ou moins graves en fonction des sujets. Et en fait, à l'époque, je n'étais pas encore formé à la médiation, mais c'est dommage. Ça aurait pu être évité et toutes les conséquences aussi qui en découlent qui auraient pu être évitées. Sachant qu'en fait, on parle bien de conflits en entreprise, donc on a toujours en tête la performance de l'entreprise, qu'elle soit humaine ou économique. Alors, je vais me présenter en quelques mots. Donc, en fait, je vous l'ai dit, moi, c'est Romain Descourrières. Je suis un des associés du cabinet Terius, qui est à Tours, mais moi, j'habite Verret, donc c'est pour ça que je viens de temps en temps au Rubixco. Sur le territoire. Sur le territoire, sachant que pour Terius, l'ancrage local est vraiment très important parce qu'on intervient majoritairement en région centre. Mais moi, j'ai la volonté d'être encore plus local. Et c'est vrai que j'aimerais bien m'adresser à moyen terme aux entreprises vraiment d'un rayon très proche de chez moi. Donc moi, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans l'industrie et dans le conseil. J'ai travaillé majoritairement dans la grande distribution et dans la grande consommation. J'ai encadré des équipes de différentes tailles avec des typologies de collaborateurs qui sont différents. Formé et certifié. Je me suis formé à l'IFOMEN, qui fait partie de la CATO, et je me suis formé à la gestion des conflits en entreprise. Alors, une présentation de entreprises de la région centre, et on intervient sur 3 pôles, le pôle social, le pôle économique et le pôle et notamment les risques psychosociaux, l'accompagnement d'équipe, En fait, si je dois résumer un petit peu ce pôle social sur lequel moi j'interviens, ça peut se dire en fait de façon très terre à terre par maître de lutte. On est un cabinet local
5 dirigeants, on vient tous du terrain. Donc en fait, nos clients, on a tous été à leur place à un moment ou à un autre. Donc on n'est pas des consultants nés et qui sortent d'école et qui font du conseil. On vient tous du terrain. On est tous complémentaires pour une vision globale, parce que je vous ai dit, on a 3 pôles d'intervention sociale, économique et environnementale. Et nous, ce qui nous intéresse finalement chez Terius, c'est pas tellement le conseil pour le conseil, c'est le conseil pour l'action. On est vraiment très pragmatique, très terre à terre. Alors, d'abord, d'où vient le conflit? À l'autre. En fait, même c'est même d'ailleurs, enfin c'est vraiment très rare. Alors bien sûr, les managers toxiques, les pervers narcissiques, mais 90% des conflits, et ça je vous assure, c'est vraiment du vécu. Et de façon différente. Chacun est persuadé d'avoir raison, et il a raison, c'est vrai. Son propre vécu, il a raison. En soi, c'est OK parce qu'il y a les faits et qui sont indéniables, mais autour des faits, il y a aussi une différence et d'interprétation. Le deuxième point, c'est qui est fait à la base d'une école de management. Je suis surpris qu'en fait tout ce qui est soft skills ait pas été bien enseigné. Donc en fait ça c'était vraiment des choses qu'on apprend un petit peu par la force des choses dans l'entreprise, mais justement quand il y a des problèmes, c'est là qu'on se dit peut-être qu'en fait ce serait bien que je suive une formation. Encore une fois, c'est une problématique de perception. Certains pourront dire que Nabila a un problème de communication et d'autres pourront dire c'est une experte de la communication. Alors, en fait, je ne parlais pas de Nabila en tant que personne qui a des problèmes. Oui. En fait, c'est là, c'est... Donc, je vais vous donner par exemple un cas très concret que j'ai vécu en médiation il y a 3 jours. J'interviens dans une médiation dans une association et en fait dans cette équipe qui est en conflit, il y a des personnes qui sont introverties et des personnes qui sont extraverties. Donc les personnes qui sont introverties, leur parole est plutôt économisée. Chaque mot qu'elles vont dire va avoir du sens, alors que les personnes qui sont extraverties, elles parlent plus facilement et la partie réflexion a tendance à venir en second. Et en soi, il n'y a pas une façon de faire qui est mieux qu'une autre. Enfin, vous voyez. Et pourtant, la personne qui est extravertie va dire que la personne introvertie est chiante, qu'elle fait la gueule, qu'elle est renfermée. Et la personne qui est introvertie va dire que la personne qui est extravertie, elle est bavarde, qu'elle réfléchit pas. Et en fait, en soi, quand on fait ça, on est déjà dans le jugement de l'autre. Vous voyez, alors qu'en fait, on a juste des façons de communiquer qui sont différentes. Canal de communication. Moi, ce que j'observe depuis des années, et c'est encore plus vrai depuis le Covid, c'est que par exemple, moi, je vous conseille vraiment que tout ce qui est de l'ordre de la discussion que vous devez avoir avec quelqu'un se fasse à l'oral. Surtout pas par mail, surtout pas avec la terre entière en copie, et pas non plus de WhatsApp, pas de SMS. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un échange par WhatsApp ou par mail,
déjà, c'est pas vraiment un échange. C'est une personne qui parle, l'autre qui répond. Une personne qui parle, l'autre qui répond. Et vous n'êtes pas en face de la personne pour voir comment elle réagit. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, voilà, il y a encore des gens qui par écrit peuvent avoir une façon d'écrire qui peut paraître sèche à d'autres, alors que dans la vie, ils sont plutôt extravertis. Mais je sais pas, peut-être qu'ils sont pas très à l'aise à l'écrit et donc ça se voit pas. Et quant à WhatsApp, alors là, je déconseille vraiment très fortement parce que WhatsApp, c'est un peu le ping en général et je pense que quand on écrit assez rapidement, assez intuitivement et on prend pas le temps de bien peser les mots. Alors qu'en fait, il y a certains sujets, je pense par exemple de recadrage, de rappel de règles, il y a certains sujets qui méritent vraiment qu'on prenne du temps pour réfléchir aux mots qu'on va dire. En fait, tout dépend du message qu'on veut faire passer. Exactement. Le dernier petit pro, on a parlé des outils collaboratifs. Ouais. On a vu l'intérêt qu'il y avait de mettre en place des outils collaboratifs, notamment pour communiquer, passer des messages. Bien sûr. Et on ne peut pas passer tous les messages via Slack, via... Exactement. Les mails, par exemple, effectivement, les mails, c'est très bien pour communiquer en fait une information descendante, pour informer. Les outils de gestion de projet, c'est très bien pour gérer des projets. Si on reçoit un courrier écrit, ça sent pas bon. Voilà, c'est ça. Mais la perception est fou. Moi, j'ai une anecdote. J'avais une collaboratrice qui était hyper joyeuse et profil extraverti. Et je reçois un mail. À la fin du mail, il y avait bien cordialement. C'est la première fois que je voyais ça. Et je l'ai pris comme un... Comment ça, bien cordialement? Il n'y a pas cette distance-là. Et en fait, elle avait mis en mail automatique, quoi. Dans tous ces mails, c'était bien cordialement. Et au début, j'ai vu un mail, 2 mails, 3 mails. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un vrai problème. Et on en a parlé, en fait, c'était... Mais je l'avais pris... J'avais une perception un peu particulière du mail que je recevais. Alors que je pense que tu seras d'accord pour dire qu'elle n'avait pas de volonté de... Pas du tout, voilà. c'est juste comment je l'ai reçu. Ça t'a surpris. Donc voilà, il faut faire vraiment bien attention à la façon dont vous communiquez et tout... alors je parlais de recadrage ou de rappel d'une règle ou d'une discussion que vous voulez avoir avec un collègue parce qu'il a fait un truc qui vous plaisait pas trop. Surtout pas par mail. Et pitié, pas d'autres personnes en copie sur ce genre de choses. C'est horrible, ça fait... pardon, excusez-moi, non, ça c'était pour moi. Voilà. Une autre cause, en fait. Le message est vraiment très dilué. Donc en fait, d'où l'intérêt, et on va en parler tout à l'heure dans l'écoute active, quand on reçoit un message, d'être vraiment en posture d'écoute active. De dire, bah voilà, en fait, on formalise ça par mail pour voir, pour que ça garde. Pourquoi un pot de rillettes Bordeaux Chanel? Ouais, exactement. Alors ça, c'est pour ceux qui ont, je dirais, plus de 30 ans. Ils à la véritable, vous savez que les véritables rillettes sont de Touraine. Il y avait une pub en fait avec Bordeaux Chanel et en fait le slogan à la fin c'était « Nous n'avons pas les mêmes valeurs ». Des valeurs, en fait on a des valeurs, c'est très... S'il en existe, n'a pas lanqué, et encore une fois, il y a les valeurs sur... J'entends beaucoup. Le respect pour vous, monsieur, et pour moi, c'est peut-être deux choses très différentes. Par exemple, je vous donne un exemple encore très concret. Ça va être, par exemple, que son équipe soit là très à l'heure, voire même peut-être un petit peu en avance. Alors qu'en fait, il y a des acteurs d'une entreprise pour qui le respect, ça va être le respect un peu de la liberté et qu'il y ait une certaine flexibilité dans les horaires et que si on arrive 5 ou 10 minutes avant, plus tard, pardon, c'est pas très grave. Et donc, en fait, le manager peut ne pas se sentir respecté parce que la personne arrive en retard, alors qu'en fait, elle peut ne pas se sentir respectée. Le manager est très ferme sur les horaires.
fait, dans la pratique du travail, il y a intervenu dans un EHPAD pour un diagnostic des risques psychosociaux. Gestion de la fin de vie. En fait, vous le savez sans doute, les gens arrivent de plus en plus tard en EHPAD parce que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts sur le maintien à domicile. Mais du coup, il y a des personnes qui arrivent en EHPAD qui sont vraiment très âgées, médicales, fin difficile. Et donc souvent, les gens meurent à l'EHPAD. Quand c'est comme ça, en général, il y a quelques jours avant que la personne va mourir. Et là, par exemple, il y avait un cas avec des personnes qui allaient vraiment mourir dans la journée et qui, du coup, étaient sur leur lit. Et en fait, il y avait un désaccord sur les pratiques. En fait, par exemple, il ne fallait pas, par exemple, que la personne soit hydratée parce qu'elle pouvait faire une fausse route. Donc, elle ne pouvait pas boire. Il fallait lui passer un petit coton-tige dans la bouche. Et donc, ça, c'était la seule façon de l'hydrater. Donc, il y a une personne pour qui la valeur, c'était respecter ça parce que sinon, on mettait en danger la personne qui risquait de mourir, alors que pour l'autre soignant, c'était l'inverse. C'était de dire, de toute façon, cette personne va mourir pendant la journée, elle souffre de déshydratation, donc voilà, donnons-lui de l'eau, quoi. Et là, en fait, chaque personne était persuadée d'avoir raison parce qu'elle avait sa propre valeur. Ce qui peut dissiper ce genre de malentendus, de conflits, c'est des pratiques, par exemple, je pense aux EHPAD, qui sont écrites. Voilà, donc en fait, ça pour vous dire qu'on n'a pas forcément la même échelle de valeur et que quand on n'en est pas conscient, ça peut créer du conflit. Alors, des besoins. Je vous en reparlerai dans la communication non violente, mais en fait, on a donc les besoins primaires qui sont se loger, se nourrir, et on a des besoins secondaires qui sont très différents encore d'une personne à l'autre. Donc les besoins sont assez généraux et trouvent des déclinaisons concrètes. Des besoins de reconnaissance, des besoins Le chauffage. il y en a un qui va dire et l'autre qui va dire non, il fait froid. Alors qu'en fait, il fait pas chaud ou froid, il y en a un qui a chaud et un qui a froid. Et souvent, il vient aussi du fait que les gens vont présenter comme des faits, des choses factuelles, des choses qui sont en fait des ressentis, des perceptions, des émotions différentes et des besoins différents. D'accord ? On a des besoins qui sont différents et on a aussi des émotions qui sont différentes et qui sont à notre façon de réagir. Et ça, encore une fois, les personnes, quand on va leur dire quelque chose de difficile, si elles peuvent se mettre, elles vont quitter la pièce. Et il y en a d'autres, au contraire, qui vont rester impassibles, froides. C'est une façon de gérer les choses. Et il n'y en a pas encore une qui est mieux qu'une autre. Le conflit vient du fait qu'on a tendance à dire, attends, regarde, je lui ai dit un truc très difficile, donc il est insensible, et moi, ça me heurte. D'accord ? Donc voilà pour les principales dirigeants ou vous êtes salarié d'entreprise et vous voulez savoir en fait quels sont les signes avant-coureurs d'un conflit dans l'entreprise. Comment est-ce qu'on fait pour repérer que ça se tend pour ne pas intervenir trop tard. Parce qu'en fait, on en reparlera tout à l'heure, mais dans les médiations, souvent, un des problèmes, c'est que les gens ont tendance à intervenir dans une... En fait, ce qui est important, c'est le changement. Vous allez voir, par exemple, que des collègues qui avaient des bonnes relations ne se parlent plus. En tout cas, qu'il y a une ou deux personnes dans l'équipe qui ne se parlent plus. Il peut y avoir des agressions verbales, donc des insultes, des cris, des haussements de ton. Donc, soit entre les personnes
entre elles et vous y assistez, ou soit par exemple dans... Donc, d'oiseau, on n'est pas déjà dans une situation qui est C'est un peu lent, ouais. Ouais. On a un peu avancé dans le conflit. Bah, si, mais en fait, alors oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est des noms d'oiseaux qui sont proférés soit à la personne, ou soit quand elle n'est pas là. Vous voyez, ah, quel con, celui-là, décidément, en fait, il a encore... Un des signaux aussi qui montre que la relation se dégrade, c'est si la communication était orale sur certains sujets et deux personnes qui sont en face l'une de l'autre finissent par ne communiquer plus que par mail, avec, je le mets entre guillemets, la terre entière en copie. Là, on voit quand même que c'est un signe. Donc, il y a de l'absentéisme, hein, c'est normal, il y a des arrêts maladie, surtout l'hiver, bon, d'accord. Mais quand il y en a plus que d'habitude, ou en tout cas plus que la moyenne dans le secteur, ou dans les entreprises, ou dans les filiales d'une même entreprise, c'est qu'il y a quelque chose qui doit vous interroger. Et enfin, il peut y avoir aussi une baisse de la performance qui est liée souvent, qui sont démotivés, donc c'est ce qu'on appelle un peu le quiet quitting. Encore une fois, c'est pas tellement... D'accord ? Donc ça, la clé, c'est en être conscient et observer. Un conflit et qu'on a vu d'où ça venait, on va voir quelles sont les méthodes pour résoudre un conflit. Donc il y a vraiment pas mal d'objets qui s'offrent à vous. En tant que médiateur, le cycle que je suis, c'est celui-là. Je vais le détailler plus tard, mais c'est ce qu'on appelle la route Futak. De Futak, c'est un chercheur, je ne sais pas d'où il vient d'ailleurs, mais... La première chose, c'est toujours d'objectiver les choses. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut faire passer des choses qui sont en fait juste des interprétations ou des façons de voir. Donc les faits, c'est factuel, précis, concret, chiffré parfois. Indiscutable. Indiscutable. Enfin, par exemple, le Rubik's Cube est à Montlouis, c'est un fait. Le Rubik's Cube est un super espace de cowork. Je ne sais pas si c'est un fait, moi en tout cas c'est ce que je pense. On n'a peut-être pas la même perception. Ensuite, on va voir. Je expliquerai après comment est-ce qu'on fait pour recevoir les gens, mais je vous décris d'abord le processus. Donc, quels sont les besoins et les attentes des gens qui ne sont pas comblés par la situation? Qu'est-ce qui pose problème? Pleure. C'est là que les gens crient. C'est très courant, vraiment. Enfin, il y a des gens qui pleurent. Alors, je ne dirais pas que ça me fait plaisir, mais en même temps, je suis content que ça s'exprime, parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, l'émotion ne doit pas être rejetée. Au contraire. Alors, il y a un temps pour tout, mais il y a forcément un moment où l'émotion doit s'exprimer. Surtout si vous avez un conflit entre des personnes qui s'entendaient bien avant, ou qui ont, par exemple, des liens à la base qui sont personnels ou familiaux ou relationnels, et que la situation s'est dégradée. D'accord? Donc, en fait, quand vous faites une méditation, essayez de prendre ce qui se passe dans votre équipe. Ne mettez pas une boîte de mouchoirs sur la table, mais ayez par contre peut-être un paquet de mouchoirs. D'accord? Et ensuite, une fois qu'on a parlé des faits, des besoins, des attentes qui ne sont pas comblées, que les gens ont pu exprimer leurs émotions,
petit à petit, parce que c'est quand même le but, on va s'acheminer vers la résolution. Et la résolution, c'est d'abord, et si demain ça se passait mieux, à quoi ça ressemblerait? Donc, ce serait quoi les solutions? Et quand on parle de solutions dans une résolution de conflit, on ne parle pas de la solution de une personne ou de l'autre, c'est souvent deux personnes qui font un pas l'une vers l'autre. Donc c'est une sorte de troisième voie, d'accord? Et je précise que cette solution, elle ne doit pas non plus être apportée par la personne qui fait la médiation. Que ce soit vous, en tant que... les actions. J'aimerais bien qu'on prenne un café ensemble quand on arrive. Ou j'aimerais bien que si tu as un... D'abord, avant... Vous voyez. L'outil de base... pardon, excusez-moi. Alors, ça c'est le cycle. Comment est-ce qu'on fait concrètement? Quand il y a un conflit entre deux ou plusieurs personnes, moi ça m'est arrivé de gérer des conflits où il y avait 10 personnes, la première chose à faire, c'est de recevoir les personnes séparément d'abord. Donc les 10, un par un. Les 10. Et là, c'est un entretien fleuve. En gros, c'est dis-moi ce qui se passe, enfin qu'est-ce qui se passe, parce que j'ai l'impression que ça va pas trop. Voilà, donc c'est un entretien qui n'est pas directif. Vous avez une ou deux questions. Chacun donne ses faits et voilà, séparément. Dis qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient, c'est quoi les faits, et là vous pouvez suivre la route Utah. D'accord? Donc vous recevez chaque personne l'entretien, donc en fait c'est pas un entretien, je sais pas, il n'y a pas de... Enfin voilà, on est vraiment là pour parler, pour t'écouter, et aussi il faut la rassurer sur le caractère confidentiel de l'entretien. Donc ce que tu me dis là, tu me le dis pour que je comprenne la situation. Je ne vais pas en parler, sauf si tu m'y autorises. Quel conseil tu peux donner pour justement organiser cet entretien-là? C'est quelque chose qui passe par l'écrit? C'est une convocation formalisée? Alors, je déconseille fortement d'éviter ce qu'on appelle les convocations, parce que convocation, ça fait un peu sanction. Je pense qu'il faut d'abord aller voir. Alors, il ne faut surtout pas prendre la personne par surprise. Il faut que ce soit un entretien qui soit cadré. Il faut vraiment prendre le temps. Donc, vous pouvez soit voir la personne directement et lui dire j'ai vu ça, est-ce que ça ne dérange pas qu'on parle dans mon bureau, soit maintenant, un moment cet après-midi, soit voilà. On prend un rendez-vous. On prend rendez-vous, on cale, je vous conseille au moins 1 heure, et on formalise les choses. Et l'entretien ne doit pas être un entretien enfin voilà, en fait, encore une fois, c'est pas du recadrage, d'accord? Il ne faut pas mélanger les choses. Donc, vous pouvez suivre le cycle de la route FIOTAC. Je vais vous donner aussi plusieurs outils après pour mener cet entretien. Mais encore une fois, n'ayez pas peur des émotions de la personne. Si vous êtes mal à l'aise avec les émotions des autres, j'ai envie de dire que c'est votre problème. Ça, c'est vraiment un travail à faire sur vous. Dans l'entreprise, c'est de l'humain. Donc, quand il y a des relations conflictuelles, il y a parfois des pleurs, il y a parfois des cris. C'est bien. La limite à mettre, c'est si les personnes se frappent, là, forcément, il faut intervenir. Donc, vous recevez chaque personne séparément, vous la faites parler, vous essayez d'avoir des émotions, vous essayez d'avoir des faits, des besoins. Et puis ensuite, une fois que vous avez reçu chaque personne séparément, vous allez recevoir les personnes ensemble. Et au début d'une relation de médiation, la relation est en flèche. Donc vous êtes il y a la personne B et il y a la personne C. Donc au début, B et C ne se parlent pas directement. Et vous faites des reformulations, d'accord? Et ensuite, soit au cours de cette discussion, ou soit dans une discussion, ensuite, les personnes vont pouvoir se parler directement. Mais c'est bien que... par ailleurs, dans ce genre de discussion à trois, ce qu'on appelle les plénières, il y a des règles qui sont claires et qu'il faut établir. Donc la première, c'est le non-jugement de ce que dit l'autre. Quand chacun parle de son vécu, c'est son vécu. Alors attention à ce qu'il ne présente pas son vécu comme des faits. Il faut essayer vraiment de savoir ce qui s'est passé et ensuite comment chacun l'a vécu. Et ce que chacun vit est légitime. Le point de vue aussi de l'autre est légitime et les valeurs, pareil, en fait, on a vu, il n'y a pas de hiérarchie dans les valeurs. Et ensuite, quand on mène une médiation, et ça que ce soit moi ou vous,
les personnes qui sont présentes doivent venir à ce processus avec la volonté de résoudre le conflit. Et ça, c'est vraiment un point qui est très important à mesurer. Parce que si vous êtes face à des personnes qui disent non, moi j'ai rien à me reprocher, c'est que lui, ça va être compliqué. Comment on le garantit ça, en effet, ça, quand on a 10 personnes, il se peut que dans les 10, c'est une personne un petit peu retors, qui vient parce qu'elle se sent obligée de venir, et qui n'a pas forcément la volonté de répondre au Bien projet. Sûr. Quoi. Merci pour cette question. Alors, en effet, il faut être sûr que les personnes ne font pas l'inverse de ce qu'elles disent. En général, c'est un point qu'on vérifie lors de l'entretien individuel. Est-ce que tu es vraiment motivé, machin, pour ça? Et ensuite, on le redit lorsqu'il y a discussion à plusieurs. Est-ce que vous êtes vraiment d'accord pour entrer dans ce processus? Est-ce que vous vous engagez à faire ce qui est en votre possible? Chacun, pas l'un plus que l'autre, pour que la situation... Et si pendant la médiation, vous vous rendez compte que, en fait, il y a une des personnes qui avait dit qu'en fait, elle était très motivée et que vous voyez qu'elle n'écoute pas les autres, qu'elle ne se remet jamais en question, là, il faut le souligner, il faut le dire. D'accord? C'est pas pour ça que les autres en face sont plus en souffrance. Ah, bien sûr. Parce que souvent, cette personne-là qui justement est retors, bien sûr. C'est celle qui est souvent l'initiatrice de bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cet élément-là? Alors, c'est une très bonne question parce que, en effet, ça peut arriver que cette personne qui ne veut pas participer soit à l'origine des conflits. En plus, souvent, ces genres de personnes qui commencent par D, une fois qu'elle a fini avec lui, elle va s'en faire à elle, et c'est des gens qui font en sorte d'instaurer une Bien sûr. espèce de domination sur un. Bien sûr. Alors là, le cadre de mon intervention est vraiment dans la limite où les gens veulent effectivement régler les choses. Les gens qui ont un comportement comme ça, là, pour le coup, ça me paraît sanctionnable au niveau RH, et donc c'est à vous de savoir ce que vous en faites. La médiation, c'est une voie de résolution des conflits. On est là vraiment pour prendre soin de la relation. Si à un moment, il y a un des collaborateurs qui a des actes qui sont contraires à sa déontologie ou à ce qui se fait dans l'entreprise, ou qui sort de son cadre de travail, c'est à vous de voir s'il y a des sanctions. Parce que si, par exemple, qui critique du tout et que tout le monde se plaint de lui, en effet, ça va poser problème. Oui. Mais dans dans ces cas-là, c'est proche, je pense, du harcèlement, et c'est Exactement. Nous, en qualité de chef d'entreprise, voilà. de garantir Voilà. ce qui se passe dans l'entreprise. Et donc là, c'est plus de la médiation. Ah bah oui. Voilà. Mais Et là, on tombe dans un écueil vraiment un jeu top. bien sûr, non, mais en fait, il n'y a pas de problème. Alors, c'est vrai que c'est un autre sujet. Lorsqu'il y a des personnes qui s'estiment victimes de harcèlement, et vous le savez sans doute, en général, elles font un courrier à leur manager, copie à l'inspection du travail pour dire « je suis victime de harcèlement moral ». Et là, le dirigeant a l'obligation de faire une enquête. Donc, soit il l'a fait en interne avec des gens de l'interne, des membres du CSE souvent, ou soit il dépêche des cabinets. Donc, je connais par exemple une personne qui s'appelle Sophie Taesch, qui fait ce type d'enquête. D'accord ? Voilà. Donc, quelques outils pour gérer les conflits quand vous êtes en position de manager ou d'écoutant. La première chose, c'est l'écoute active. Donc, la différence entre l'écoute active, c'est que dans l'écoute active, et c'est un exercice qui est très difficile à faire, on est vraiment dans une posture d'écoute sans interruption. Et les moments où les personnes parlent pendant 5 minutes dans un flux continu sans être interrompues sont extrêmement rares. Donc, on a vu, vous prenez rendez-vous, vous dites à la personne que c'est pas un entretien indisciplinaire du tout, qu'on est là pour parler des problèmes, et vous lui dites, ben voilà, parle-moi de ce qui ne va pas. Et là, la personne, quand elle en a gros sur le cœur, va parler toute seule. Vous pouvez prendre des notes, ça peut être vu comme une marque d'intérêt, mais ça va aussi vous servir à être sûr que ce que la personne a dit, vous n'avez pas interprété les choses, mais que vous avez bien noté vraiment ce qu'elle a dit. Vous pouvez questionner la personne, et là, dans le questionnement, je vous dis de faire très attention. Quand vous questionnez la personne, ça doit être vraiment des questions. Et pas des questions début de solution. Et pourquoi tu ne ferais pas ça? Non, c'est qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand? Ça s'est passé combien de fois? La scène. Qu'est-ce que tu as ressenti? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu attends de moi? D'accord? On reformule. Donc, si je comprends bien, tu me dis qu'il s'est passé ça. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Pour valider et aussi que vous avez compris ce qu'elle vous a dit. Et
Et vous dites, ben voilà, on s'est dit ça, donc là, ce que je te propose maintenant, c'est que je vais recevoir aussi telle personne, elle va m'expliquer, et ensuite, on va se voir tous les trois. Donc ça, c'est l'écoute active. Ensuite, je vous parlais, en fait, ils vont présenter comme factuels des choses qui sont parfois des jugements. Donc en fait, lorsque la Ok, super. Maintenant, c'est un fait, c'est une opinion. Mais ça reste une opinion. Bah, par exemple, donc ça, c'est des faits. D'accord? Et en fonction de ces faits-là, la personne formule le jugement, mon boss est un con. Il ne vous appartient pas à vous, ni à moi, de savoir si ce jugement est vrai ou pas. Vous, ce qu'il vous faut, c'est établir les faits. D'accord? Donc vous pouvez faire voilà, le tri entre les faits, les opinions et les sentiments. C'est pas du tout interdit d'avoir des opinions et des sentiments, mais il faut quand même qu'il y ait des faits. Parce que c'est quand vous aurez des faits qui sont établis, c'est souvent un petit peu vous pourrez débuter vraiment la médiation. Pour la médiation, c'est la non violente. Alors, je vais vraiment aller assez rapidement là-dessus. En gros, la communication non violente, c'est une façon que vous allez proposer aux gens pour s'exprimer. Le haut, c'est observer. Là, encore une fois, c'est l'effet. Comment je me suis senti. Oula, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Ah oui, pardon, je ne touche pas l'écran. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai ressenti? De quoi j'ai besoin? Et c'est quoi ma demande? Et ça, c'est quelque chose qu'au début de la relation, la personne B va vous exprimer à vous, et ensuite, elle va dire ça à C. Quoi il a besoin, d'accord? En mode de communication non violente. C'est plutôt en fait une bonne hygiène de communication, si vous voulez. Alors, quels sont les risques d'un conflit qui n'est pas ou mal géré au sein de l'entreprise? Très souvent, démission, demande de rupture co, d'une ou plusieurs parties d'ailleurs, voire même d'autres collaborateurs, parce qu'un conflit qui n'est pas géré, souvent ça fait tache d'huile. Il y a des gens qui prennent parti, il va y avoir des clans qui se forment, et ça c'est à tout prix ce qu'il faut éviter. Parce que l'image que votre entreprise va avoir, c'est une image où il n'y a pas une bonne ambiance, où les gens ne s'entendent pas, où les managers ne font pas ce qu'il faut pour gérer les équipes. Je vous en ai parlé, le conflit peut s'étendre, il fait tache d'huile, et il y a des clans qui vont se former. D'autant plus qu'il y a de plus en plus de plateformes d'e-réputation sur les différentes entreprises. Exactement, je pense à Glassdoor notamment. Voilà. Il peut y avoir une baisse de la productivité, ce qui est embêtant quand on est quand même une entreprise, baisse de la qualité de produit ou de service de l'entreprise, et puis bien sûr une augmentation des risques psychosociaux et donc de l'absentéisme. Or, je vous rappelle que dans le Code du travail, l'employeur a l'obligation de résultat de garantir la sécurité physique et psychique de ses salariés. D'accord ? Externe, c'est qu'il ne prend pas parti, donc les parties se sentent et payent à la fin du mois, et pas celui qui valide ou non leur changement de poste. Donc ça, c'est très important. Évidemment, c'est juste un aperçu, mais c'est des techniques sur lesquelles on travaille. C'est pour ça que la médiation universitaire, c'est une formation. Il faut être formé à la médiation. Et c'est vrai que même si on est manager et qu'on manage des équipes, on n'a pas forcément tous les outils, toutes les formations techniques pour ça. Nous, en tant que formés bien sûr aux techniques d'écoute, de verbalisation, pardon. Voilà.
confidentialité. En tant que médiateur, moi, je ne fais pas de rapport aux personnes qui me payent et qui sont souvent les DRH et les dirigeants. Donc, ce que les parties vont me dire, je l'écris pour moi parce que c'est mes notes personnelles, mais bien sûr, ces notes, je ne les partage pas. Ça m'arrive très souvent que j'ai des DRH qui me disent alors, ça en est où, donc comment ça va, et en général, je dis ça va bien, ça avance. Et quand ils essayent de me dire alors qu'est-ce qu'il a dit monsieur Untel, je dis je ne peux pas vous le dire. Après, si vous voulez savoir, vous pouvez lui demander, mais vous ne devez pas faire pression sur lui. Je vous l'ai dit, moi je suis neutre et impartial, et je ne suis pas celui qui fait passer les entretiens annuels. Et par ailleurs, je n'ai pas de lien en fait, avec une des parties, ni amical, ni relationnel, ni professionnel, ni avec les gens des ressources humaines. Et enfin, quand on fait de la médiation, on est orienté quand même solution, parce que le but c'est quand même qu'à la fin, le conflit se règle. On pourrait penser que pour régler un conflit, quand on est manager, il suffit d'écouter les gens. En fait, non. Il faut les écouter pour qu'à la fin, on parvienne à une solution. Et comment tu garantis cette neutralité? Je veux dire, j'ai un conflit dans mon entreprise, je fais intervenir un médiateur, c'est quand même le dirigeant en fait qui va amener cette personne-là. On peut se dire de base, tu as plus de lien avec le dirigeant qu'avec le collaborateur, ou tu as plus de lien avec la personne qui a demandé cette médiation. Oui, alors en effet, sauf que la personne qui a demandé la médiation d'une n'en fait pas partie, sauf cas exceptionnel, mais dans ces cas, je ne le fais pas. Et puis souvent aussi, les questions de gestion relationnelle et risques psychosociaux, c'est aussi une des thématiques dont s'en parle le CSE. Et bien souvent, le choix d'un médiateur externe se fait de façon conjointe. Quand on prend contact avec moi, rencontrer la direction et le CSE. Et je préfère quand même que le choix du médiateur soit unanime, quoi. Ok. Voilà pour ce que j'ai à dire sur la médiation. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? En timing, en tout cas, on est très bien. 9h45. Moi, je voulais lancer. Là, on a parlé plutôt des conflits internes, collaborateurs, employeurs, dirigeants. Dans le teasing, on avait parlé aussi des conflits, ils sont multiples. Tout à fait. Dans le secteur professionnel, avec nos fournisseurs, avec des partenaires. Bien sûr. Voilà, comment on peut faire des liens, des corrélations avec ce que tu nous as dit Alors en fait, juste la limite de la médiation, c'est qu'on est là pour prendre soin de la relation. Si à un moment, vous pensez qu'il y a un manquement à des obligations contractuelles, juridiques, là, on va sur le terrain juridique. La médiation, ne pas aller dans cette voie-là ou pour gagner du temps. Ce qui s'applique, par exemple, à l'intérieur de l'entreprise peut aussi s'appliquer effectivement à l'extérieur. Tous les outils que je vous ai donnés, la communication non violente, le fait de parler de faits, de savoir que vous pouvez bien sûr le demander à votre fournisseur. Si vous êtes en conflit avec lui, peut-être que vous, par exemple, ce qui vous pose problème, c'est qu'il y a du retard dans les livraisons. Peut-être que c'est parce qu'il y a des erreurs dans les prix ou dans les factures. Peut-être que lui, il est en conflit avec vous parce que vous respectez pas, par exemple, la facturation. Donc il y a des règlements. Voilà. Donc tous les outils que je vous ai donnés, d'établir les faits, de parler de ses besoins, de ses attentes. Alors vous allez rarement vous mettre à pleurer devant votre fournisseur, encore que quand on est dans une situation qui est très difficile, ça peut être le cas, mais c'est valable bien sûr. Et donc si vous voyez que la gestion de conflit ou ces techniques de communication ne fonctionnent pas, c'est là qu'il faudra aller malheureusement vers la voie juridique. On a peut-être des techniques qui peuvent être proposées sur comment désamorcer des situations qui peuvent en arriver à des conflits. Oui. Parce que là, on évoque le cas des conflits, effectivement, on passe par une médiation, mais si le manager, le dirigeant observe des situations, comme tu l'as pu faire, il peut y avoir des techniques pour désamorcer en amont. Processus qui n'est pas le même et qui sont chacun persuadés d'avoir raison, on pourrait penser que c'est les personnes qui sont en conflit, alors qu'en fait c'est juste qu'il y a un problème d'organisation dans l'entreprise.
Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir rendre de façon objective. Enfin voilà, la communication de l'entreprise n'est pas claire. Si par exemple, l'entreprise va communiquer sur certains canaux, je pense par exemple aux entreprises où il y a des gens qui sont, qui ont en fait une adresse mail pro qui ne consultent pas, des gens qui sont très sur le terrain, par exemple des ouvriers. Si l'entreprise communique sur certaines directives seulement par mail, bah là, ça va poser problème puisque finalement, les cadres vont avoir l'information, mais pas les ouvriers. Donc, il y a vraiment des choses qui viennent de l'entreprise et l'entreprise doit être capable de faire un peu son propre état des lieux avant pour savoir si les relations qui sont tendues viennent de problèmes inhérents à la structure ou viennent des personnes. Donc ça, c'est vraiment dans le cas où ça vient de l'entreprise. Quand il s'agit de désamorcer les choses, là encore une fois, je vous parlais au début de signaux faibles. Donc avant qu'on en arrive à une situation qui est extrêmement tendue, avec des personnes qui ne se parlent plus ou qui communiquent que par mail, il y a différentes choses. Si par exemple vous voyez en réunion des gens qui se prennent à partie les uns les autres, vous pouvez dire en fait, si tu as un truc à dire à la personne, tu n'es peut-être pas obligé de le dire devant tout le monde. Et puis on en parle dans mon bureau si vous voulez. Tu vois. Et en fait, pour pas laisser ce genre de mauvaises pratiques s'installer. Parce que en fait, souvent, le conflit vient aussi de choses qui sont répétées, qui sont ancrées et qui durent depuis longtemps. Donc dès que vous voyez qu'il y a des mauvaises pratiques relationnelles, managériales dans votre entreprise, c'est là que vous pouvez les désamorcer. D'accord. On pourrait faire la même chose avec Adolf Hitler. Ah bah il était comme ça, il était un peu nerveux. Bon bah, en fait, c'est extrême. Un point Godwin. Je le fais volontairement parce que pour moi, l'excuse du il est comme ça n'est pas une excuse. Si il est comme ça et que ça pose problème aux autres personnes, il doit changer, non pas lui-même intérieurement, mais il doit changer de comportement. Voilà. Et l'après-médiation, le changement de comportement de certaines personnes, c'est assez long. Pendant le cursus de médiation, ils sont là, ils disent tout ça, ça. Et puis après, il y a des personnes qui apprennent tout de suite leurs mauvaises habitudes de communication. Et est-ce qu'il y a un suivi après ponctuellement? Alors non, justement, la force de la médiation, c'est que le processus, il est ponctuel. Et s'il n'était pas ponctuel, il serait moins puissant. Donc les personnes savent que j'arrive, donc avant j'étais pas là, et après je suis plus là non plus. Donc moi, mon but c'est aussi de les autonomiser. Après, c'est à l'entreprise de mettre en place, donc on parlait de diagnostic des risques psychosociaux, souvent il y a des plans d'action qui peuvent être mis aussi en place au sein de l'entreprise, des bonnes pratiques, je sais pas, de la formalisation dans des guides, des formations. Il y a plein de moyens pour que ça soit géré après. Mais moi, c'est pas mon rôle. Si j'étais là trop... Enfin, en fait, mon but, c'est vraiment pas de maintenir les gens sous mon intervention, parce que sinon, elle serait moins puissante. C'est parce que les gens savent que le processus va être limité, qu'ils se disent, dans les 2 ou 3 mois où le médiateur sera là, il faut vite qu'on règle ces sujets. Voilà. Et puis normalement, dans la synthèse de fin de processus, on définit en fait il y a des points un cadre à suivre, peut-être un point régulier avec les collaborateurs. Il peut y avoir des chartes aussi qui sont signées, et en fait, alors c'est une charte d'engagement qui est plus une charte morale qui n'a pas de valeur juridique, mais du coup, si par exemple les personnes signent une charte de bonne conduite, par exemple, on se dit bonjour le matin, machin, et que vous voyez, enfin que l'entreprise voit qu'il y a des écarts qui sont... On fait un rappel à la charte. Rappelez-vous qu'il y a eu une médiation et qu'on s'est tous mis d'accord sur ces points-là. Ce qui veut dire que, bien sûr, les gens doivent avoir signé cette charte de façon volontaire. Bon, je pense qu'on aimerait tout savoir. Est-ce que tu as eu une anecdote où ça en arrive aux mains? Alors, non. Pour savoir, est-ce que tu as des compétences de self-control ou pas? Non, alors en fait, non, mais c'est une très bonne question, parce qu'en effet, c'est vrai que, je parlais d'émotions, ça peut arriver. Si les personnes en viennent aux mains, bien sûr, il faut les séparer. Et là, encore une fois, on rentre, alors c'est pas à moi de le faire, on rentre dans un cadre qui est juridique. À partir du moment où vous portez atteinte à l'intégrité physique de votre collègue, vous êtes en faute. Et ça, c'est pas à moi de le dire. D'accord? Donc ça, c'est la RH ou le manager. Pourquoi ça, par exemple, moi, je ne sais pas l'apôtre de la violence. Ouais, non, mais blague à part, c'est comment on réagit? Moi, la personne qui, justement, tout à l'heure, je prenais l'exemple de la personne qui est la harceleuse. Et
capacité à pousser l'autre à... À un moment, on est bien dans la relation humaine, voire inhumaine. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. En fait, c'est alors. En face, si tu veux, quand une d'accord. personne n'en peut plus, des fois, elle adopte des réactions qui ne sont pas forcément les... Oui, mais moi je veux pas les justifier non plus. Enfin, c'est-à-dire que effectivement, si on est face à une personne qui est très retorse et qu'elle a des mauvais comportements, ou qu'elle va la prendre à partie, ou humilier, c'est très mal et ça doit être sanctionné. Mais pour autant, c'est à chacun malheureusement de se contenir et de dire, bah voilà, si je suis face à ça, de risquer en venir aux mains, je pars. Parce que si elle en vient aux mains, c'est elle qui sera en faute. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bah, là, je peux pas, enfin, on peut pas justifier malheureusement. Oui, oui, bien sûr. Bah oui, ça c'est... Oui. De la même entreprise. Non, c'est pas une erreur. D'accord. Bah alors là, en fait, là, votre c'est effectivement d'essayer de stopper verbalement les choses, mais vous n'avez pas à vous interposer physiquement. Dans ce cas-là, vous sortez et vous prévenez tout de suite le dirigeant qui est votre client. Vous ne prenez pas d'initiative Ce sont les dirigeants. de rentrer dans la Ce bagarre. sont les associés. Bah, vous prévenez d'autres personnes qui peuvent être témoins dans l'entreprise. On attend qu'il n'en reste plus qu'un, il n'y a plus de conflit. Il y a certainement une histoire de succession derrière. Un truc comme ça. Elle s'est levée. Je pense enfin, ce qu'on... Décharge. Physiquement ni à moi, mais voilà, c'était très impressionnant. Enfin, moi je suis... Ça n'a pas indisposé non plus les autres personnes. On a pu continuer. Et Et après, donc là, c'est ne pas s'interposer, attendre que ça redescende, et puis après expliquer que en fait, c'est pas dans ton rôle là. Ça, on a dépassé le cadre un petit peu professionnel, client, fournisseur. responsabilité d'informer. De ce qui s'est passé. Très grande importance sur cette étape de crever l'abcès pour arriver derrière. Disent non, de façon indéfinie. On en a déjà trop parlé. Ben, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'au contraire, il faut exhumer le passé, il faut tout déterrer, mais une fois pour toutes. Après, on n'en parle plus, d'accord? Mais si, par exemple, vous me dites ça, peut-être que votre collègue en face n'a pas la même vision des choses et que lui, au contraire, le passé, même si c'était il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, même s'il est encore sourd de souffrance, la preuve, c'est qu'ils en parlent. Donc ça veut dire qu'il y a un truc qui n'est pas réglé. Et tant qu'on ne l'aura pas exhumé, on pourra pas. Certains. D'autres questions? On parle de relations conflictuelles avec les personnes qui sont salariées. Quelquefois, c'est dans l'organisation de l'entreprise. Ça apparaît avec le travail de médiation. Si ce n'est pas le cas, ça peut être très problématique. Je suis bien d'accord avec vous. Connaissance d'un président de société qui gérait, qui n'avait comme fonction que de gérer par le conflit. C'est-à-dire que savoir ce qui se passe dans l'entreprise. Pour savoir ce qui est passé dans l'entreprise. Il y a d'autres façons de le savoir. L'organiser, la délation, c'est pas grave.
Mhm. Mais ceux qui étaient là présents, ils étaient constamment dans le conflit. Constamment dans le conflit parce que c'était Une organisation qui était mise en place comme ça. Moi, j'aurais tendance à dire, attention, quand il y a du conflit, il faut toujours chercher une cause. Quelquefois, une cause. Bien sûr. Poser qui ne va pas faire appel à un médiateur pour gérer. Là, en fait, il n'y a même pas de commande. Il y a des personnes qui ont des fonctions dans l'entreprise qui ont à gérer du conflit. Il y a constamment du conflit. Bien sûr. Donc, heureusement, il y a le pouvoir de faire en sorte de faire un mur. Toujours à vouloir aller maintenant soin. Sont pas le fait d'une personne ou d'une personne qui parle pour les autres, comme le font les gens qui sont syndiqués. Voilà. Mais alors, même en général, ceux qui sont à l'initiative d'une demande de médiation. Donc, ils sont quand même, ils sont orientés quand même. Pas toutes les structures, mais en tout cas, non, bien sûr. Et dans le cas où il y a un conflit dans l'entreprise, un petit conflit, est-ce que c'est possible de mandater un des salariés qui est neutre pour jouer le rôle du médiateur entre deux autres salariés? Par exemple, une personne qui est souvent en télétravail, qui n'a pas trop de relation avec les deux. Pour toutes ces raisons-là, je vous les conseille. Alors après, forcément, tout le monde n'a pas le budget pour ça. Mais en fait, il ne faut pas voir l'intervention d'un médiateur externe en termes de coûts, mais plutôt en termes de revenus. Parce qu'un conflit qui est mal géré, ça peut être, comme je vous l'ai dit, perte de productivité, perte d'efficacité, d'émissions et bas turnover. Si vous faites ça avec une personne, plusieurs choses. Déjà, elle va, alors pas prendre position, mais en tout cas, elle va régler les choses alors qu'en fait, elle est collègue, même si elle ne travaille pas directement avec eux. Est-ce qu'elle va être libre de le faire? Parce qu'elle va se dire, si mon manager me demande d'y aller mais que j'y vais pas, est-ce qu'il ne va pas me le reprocher plus tard? Et est-ce que les personnes aussi qui sont collègues vont oser parler librement à une personne qui fait partie de l'organisation? Vous voyez? Alors, c'est vrai que, en effet, quand il n'y a pas d'appel à l'externe, c'est souvent effectivement des personnes qui sont des ressources humaines qui vont recevoir après les personnes. Mais encore une fois, je vous le dis, ça pose problème dans la mesure où c'est les RH qui vous font les fiches de paye et c'est eux qui vont aussi, qui ont en fait leur petit fichier avec les progressions de chacun. Donc, il y a des risques quand même qu'il y ait un peu un conflit d'intérêts. Bien sûr. Et bien sûr, parce que aussi les RH ont, parfois ces techniques, ils y sont sensibles. Donc c'est le bon réflexe en effet. Après, les RH vont voir si c'est de leur ressort, si c'est possible, et si c'est possible que ça soit géré en interne parce qu'on en est plutôt aux prémices, très bien. Et si c'est pas possible, c'est eux qui vont activer cette solution externe. Oui. Exactement. 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 La question de quelqu'un, mais de la durée et du coût d'une médiation. Une médiation, en général, la moyenne, c'est plus les entretiens en individuel. Et le coût, du coup, est très variable. Ça dépend. Enfin, moi, je ne peux pas m'engager à
va coûter parce que ça dépend des problèmes que je vais trouver en arrivant. Mais en général, ça commence à 1 500 € et 5-6 000 en fonction de la durée et du nombre de participants. Mais encore une fois, je vous le garantis, c'est rarement de l'argent jeté par les fenêtres. C'est sûr que s'il faut anticiper un recrutement derrière, on évite d'embêter l'affaire. Recrutement, plus par exemple des arrêts maladie, enfin, plus voilà, donc en effet, oui. D'autres questions? C'est clair? Bon, de toute façon, je me tiens à votre disposition 10h00. à la fin. Ben voilà. Je me tiens à votre disposition si vous voulez avoir des échanges. Tout est clair. Et ben, on propose de clôturer. Et puis, ben, s'il y a des questions de manière informelle, on peut les faire autour d'un café. Il reste quelques viennoiseries. Comme d'habitude, la présentation vous sera parvenue par la suite à tous les participants. Et vous retrouverez les coordonnées de Romain Descourrières aussi sur la présentation. Donc, si vous voulez faire appel. En tout cas, merci beaucoup Romain. Merci à vous de votre confiance. Pour ta présence au Petit Déj Pro. C'était un plaisir. On a maintenant quelques clés pour essayer de déjà anticiper l'arrivée d'un conflit et puis l'analyser, mettre des choses en place pour déverrouiller la relation. En fait, on est vraiment dans la relation. Exactement. Et si vous avez une situation qui vous pose problème ou vous ne savez pas trop quoi en faire, vous m'appelez et on en parle. Voilà. Très bien. Merci. Puis, je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée. Par rapport à la programmation de l'ERET, on a fixé notre assemblée générale qui est le jeudi 28 mars à Vernoux-sur-Brenne. Vous êtes cordialement invités, vous recevrez l'invitation officielle. Et puis, on a une réunion de bureau, on va chez notre adhérent Céro Jardin à la Ville aux Dames, mardi 20 février. Voilà. Belle journée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve au 41e Petit Déj Pro le mois prochain, le premier vendredi de mars. Belle journée.